Nous sommes 7 auteurs et autrices dont les livres sont sortis là, en janvier et en février 2022. Nous avons pour point commun d'avoir été étudiants au master de création littéraire de Paris 8. Et c'est pour ça qu'il semblait cohérent qu'on soit là pour tenter avec vous cette petite aventure d'essayer de présenter nos 7 livres dans l'heure qui va venir. On a été plusieurs, en arrivant dans le master, à se sentir un peu isolés dans l'écriture, isolés dans la direction qu'on voulait donner au texte qu'on écrivait peut-être avant. Et ce que le master a permis, je pense, d'une certaine façon, c'est de créer une communauté de lecture à la fois dans le master et qui a continué, je pense, pour plusieurs d'entre nous après le master. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est non seulement une communauté d'écriture et de lecture qui s'est créée, mais c'est aussi un espace où on pouvait parler de ce que c'est que d'écrire, ce que c'est que de vouloir se consacrer à l'écriture, partager les petits rituels d'écriture et tout simplement se sentir non plus isolé, mais sur une petite île peuplée d'amis. Voilà. J'allais commencer par présenter l'auteur qui a en commun avec moi le fait de ne pas avoir comme langue native le français. Donc, Nicolas est un Allemand de langue française qui a décidé, en tout cas qui a choisi d'écrire dans cette langue. Donc, le texte cité est un texte de la terreur, de la peur, mais en même temps avec beaucoup de lucidité. C'est-à-dire, déjà le titre cité, on ne sait pas, on se pose la question si ça fait référence à une cité dans un banlieue, voilà, dans une banlieue, ou si ça fait référence au terme gréco-romain de cité, ou s'il s'agit plutôt de la préfecture de police. Je pense que l'auteur aura l'occasion de nous l'expliquer. Ce qui est frappant aussi, ces textes fait écho à tout ce qui est arrivé en France au moment des attentats du 13 novembre et même peut-être avant avec ceux de Charlie Hebdo. Là-dedans, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette capacité à présenter les policiers comme des agents qui obéissent à une nébuleuse, mais en même temps, on découvre que ces policiers ont une vie, notamment une vie amoureuse, peut-être même parfois une vie sexuelle qui va avec. Donc, on y voit une certaine compassion envers ces gens qui, le jour, font des perquisitions, effrayent des enfants, effrayent des femmes, vont dans des sous-sols commettre des tortures, et le soir, lorsqu'ils rentrent chez eux, c'est le mari commun qui a envie, en tout cas dont la femme le désire, et on voit tout cela. Donc, moi, la première question que j'avais, c'était déjà par rapport au titre qui peut avoir plusieurs sens. Pourquoi ces choix de titre? Cité, c'est un très beau mot en français, qui touche à la fois à ce qu'il y a de plus ancien dans la réflexion de la vie en commun, et en même temps la plus grande banalité de la vie, disons, francilienne. Et en même temps, effectivement, il y a au cœur de Paris l'île de la Cité, avec l'ancienne préfecture de police. Et donc, c'est entre autres pour ça que j'ai choisi ce titre. Puis, je voulais un titre court et concis. Un auteur autrichien que j'aime beaucoup, Thomas Bernhard, il est un peu un exemple pour moi par rapport à ça, puisque tous ces romans ont des titres à un mot, parfois avec, parfois sans article. Et à chaque fois, c'est extrêmement fort, concis et fort à la fois. Donc, modestement, j'ai eu l'ambition de trouver un titre de cet ordre. Felis Silvestris, le titre du livre, qui est un titre très mystérieux. Et en fait, c'est intéressant parce que ce titre, c'est le nom que le personnage qu'on suit un petit peu dans le livre va se donner à lui-même, qu'un des deux personnages se donne à lui-même. Et on l'apprend par le biais de la narratrice, puisque la narratrice est la sœur de ce personnage. Et cette narratrice, en fait, le boulot qu'elle s'est donné, c'est d'aller essayer de comprendre ce qui est arrivé à cette sœur qui a disparu, en fait, et qui est partie dans la forêt.
et qui est partie dans une ZAD, en fait, c'est ce qu'on comprend, même si le mot n'est jamais cité. Hein. Et donc, le travail de cette sœur, au lieu d'aller chercher sa sœur dans la ZAD, imagine ce qu'elle a pu devenir. Et cette narratrice va parler de sa sœur à la deuxième personne, en fait. Cette deuxième personne est venue, en fait, dès le début de l'écriture. Et c'est vrai qu'elle était au cœur de ce texte. Donc, il était en effet inconcevable pour moi de m'en séparer. Parce que ce tu est simplement ce qui permet de créer un lien. Quand le lien réel dans l'histoire est rompu, c'est ce qui permet l'adresse tout simplement. Et c'est aussi, je pense, un pronom qui permet de mélanger des éléments du vécu apparemment commun de ces deux sœurs et de l'imaginer sans jamais l'exclure parce qu'avec un L, en fait, ça aurait été comme l'évincer et acter sa disparition, tandis que ce tu la fait rester à la fois dans les souvenirs et dans le présent projeté. Alors moi, je vais parler du livre de Pierre Testard, à ma gauche, Les enfants Boetti. Alors j'avais prévu de dire plein de choses. J'avais prévu de parler d'un historien de l'art et d'histoire de fantômes pour adultes. Bon, de Dada et d'Angelo aussi, qui sont les personnages principaux, de l'artiste Lou Tama, de la fusion du récit cadre avec les récits enchâssés que Pierre fait avec brio. Et ça finissait par pour autant, l'enjeu n'est jamais de savoir si le narrateur est fou. On accepte cette zone entre les réels et l'imaginaire qu'il nous propose, où il fait bon flotter. Est-ce que tu es d'accord avec cette histoire de fantôme pour une grande personne ? Oui, alors je vais juste dire un mot, ça me fait penser à une phrase d'un poète chilien, Enrique Lin, que j'aime beaucoup, qui dit que l'enfance est un temps au service des fantômes, comme si l'enfance était une préhistoire aux fondations mouvantes dans laquelle la mémoire des adultes vient errer librement, inventer des souvenirs, en éviter certains. Et en un sens, j'ai écrit ce livre avec ça en tête, je crois. Bien. Bon, les méduses n'ont pas d'oreilles, c'est une histoire d'oreilles, d'oreilles malentendantes, d'oreilles qui n'entendent pas tous les sons. C'est l'histoire de lui, c'est un personnage qui subit un handicap auditif et à cause d'une maladie génétique, elle entend mal, c'est-à-dire elle n'entend pas tous les sons. Elle tente de s'effrayer un chemin entre deux mondes auxquels elle n'appartient pas tout à fait, la société entendante et la société non entendante. Entre les mondes des sourds et les mondes des entendants, donc il y a un monde des malentendants et le roman explore cet entre-deux. Donc, comment tu as fait pour trouver cette langue trouée ? Eh bien, je me suis beaucoup amusée avec le langage, justement, en essayant en permanence de m'interroger sur le signifiant, en fait, en détachant le signe et le signifiant, en essayant aussi de donner à voir cette langue trouée. C'est-à-dire que je me disais, mais par exemple, je vais jouer visuellement sur le texte pour le donner à voir aussi, c'est-à-dire que parfois il y a des pendus. Je me suis amusée à introduire la figure du pendu dans le texte, mais aussi par exemple des didascalies, des phrases où en fait quand la narratrice ne comprend pas la phrase et lit sur les lèvres pour essayer de percevoir qu'est-ce qu'elle ne comprend pas par les sons, eh bien, il y a des parenthèses comme au théâtre avec en italique la description des lèvres et donc du coup ce qu'elle peut supposer être la phrase. Donc la phrase est complètement divisée par ces didascalies. J'avais donc imaginé comme ça plusieurs éléments. Il y a aussi carrément des phrases qui ne veulent rien dire. Voilà, c'était l'idée de s'amuser beaucoup avec tout ça, avec cette langue qui se trouve de plus en plus, parce que plus on avance dans le récit, plus la langue est de plus en plus déformée. Donc c'était surtout un jeu de langage. Donc je continue avec la présentation pour présenter Diadier, donc pour présenter le duel des grands-mères. Comme Diadier a répondu par rapport à Nicolas, il a dit on a en partage effectivement la question de la langue. Moi j'ai envie de dire moi aussi en fait on a en partage la question de la langue étrangère, ou du moins la langue qui n'est pas étrangère mais qui
va apparaître étrangère. Donc il y a tout ce questionnement autour de qu'est-ce qu'une langue, qu'est-ce que sa langue à soi, qu'est-ce qu'une langue étrangère dans le livre de Diadier, et qui est très très réussi parce que justement il mélange comme ça plusieurs langues. Il dit à la maison tout le monde parle Songhay, Peul, Bambara, Soninké, Sénoufo, Dogon, Mandika, Tamashek, Asanya, Yolof, Bois. Mais à l'école, personne n'a le choix, il faut parler français. L'un d'entre vous m'a posé la question de savoir pourquoi j'écrivais en français. Et je pense que de cette réflexion est partie une sorte de tentative de trouver un équilibre entre le français soutenu que je parlais et les autres langues, notamment le soninké, le bambara, que je parlais également. Donc, je me suis un peu fait une sorte d'herbier, mais sur la traduisibilité des mots. Donc, j'avais décidé de noter les mots soninké et bambara en fonction de leur degré de traduisibilité. Et disons aussi que le travail d'interprète que je faisais à côté m'a permis de pouvoir me faire un lexique et de noter le mot. Il y a des mots que j'ai décidé qui n'étaient pas traduisibles, que j'ai gardé dans le texte, et d'autres que j'ai essayé de traduire d'une certaine manière à restituer le sens voilà, qu'un Malien lambda voudrait donner à ces mots-là. Alors là, il s'agit de dire un tout petit mot du livre d'Hélène Lorrain. Donc normalement, je devrais rien dire puisque en fait, ce livre n'est pas le livre qui a été composé pendant le master. Et non seulement c'est pas le livre qui a été composé pendant le master, mais c'est un livre qui a révolutionné, me semble-t-il, le rapport que tu avais avec l'écriture. Donc c'est vrai que c'est très agréable aussi pour nous de découvrir les multiples facettes de ton talent, puisque le texte précédent, je vais en dire juste un seul mot, c'était vraiment un texte narratif assez chronologique. Là, ce sont des activistes qui agissent dans la région où ils habitent et qui essayent de lutter en fait, en particulier contre tout ce qui concerne les déchets nucléaires. Donc ils lancent une action dans leur région, et suite à ça, donc ils sont en garde à vue. Ce texte-là, qui est une sorte de grand poème, qui n'est pas un poème épique puisque ce sont des fragments, mais c'est des morceaux d'épopée, mais des tout petits morceaux d'épopée, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment t'en es arrivé là déjà ? J'en suis arrivée là par accident, puisque la première scène que j'ai écrite de Partout le feu, peu après la fin du master, en fait, à un moment où je me disais justement que je butais sur quelque chose que je ne pouvais pas définir par rapport à mon premier projet. La première scène, c'était un échange de SMS entre Laetitia et Fauteur, qui est un de ses amants, on va dire, sur tout l'amour qu'il porte au SUV. Et cette forme, en fait, m'a plu graphiquement déjà. Le style télégraphique s'est imposé puisque on sait tous qu'on n'est pas hyper rigoureux quand on écrit des SMS. Enfin, ça dépend des gens, mais il y a cette tendance-là. Donc, il y avait cette forme comme ça, cette bande très étroite dans la page, le côté très condensé finalement de la langue, et je crois que ça a été l'impulsion pour continuer comme ça. Et aussi, c'était un moment où je lisais beaucoup de poésie, et j'avais envie, je crois que être dans une forme narrative plus classique, comme c'était le cas pour le premier projet, j'avais l'impression de ne pas être à ma place, je m'ennuyais un peu, c'est pas mon moment préféré, quoi, de développer des actions et d'expliquer. J'aimais bien ce que me proposait cette forme-là, qui peut être évidemment qui rappelle la poésie, mais qui peut être parole de chanson, qui peut être commentaire de réseau social. Enfin, c'est une forme qui est très plastique en fait. Et c'est pour ça que je m'y suis sentie accueillie et que je pouvais m'imaginer cohabiter avec pendant un certain temps. Bien, on est arrivé à Nicolas, c'est la fin de la présentation. Donc le roman de Nicolas, Usufruit, qui a eu plein de titres, mais bon, c'est le dernier, Usufruit, est un roman qui risque d'égarer les lecteurs qui aiment les histoires classiques racontées avec un début au début, un milieu au milieu et une fin à la fin, avec des fils narratifs filés bien droit. Donc, le roman raconte les bonheurs et les malheurs d'un groupe de personnages qu'on pourrait qualifier d'infâmes, c'est-à-dire des personnages qui ont
une existence sans beaucoup d'éclat, sans fortune, sans héroïsme. C'est plutôt des vies obscures, avec une lumière qui ne vient pas des exploits exécutés, ni des renversements du sort, mais plutôt de la beauté de la langue. Donc ma question, c'est une seule question, c'est qu'est-ce que il fait tenir ensemble le néant, des clochettes, des lièvres, des herbes, des renards, les baptêmes de Charles V, oui, la culture des pêches et d'autres arbres fruitiers, l'installation d'usines, un petit immeuble, les vies des Paul qui déménagent dans cet immeuble à Montreuil, qui n'a jamais trop voyagé à l'étranger, qui n'a jamais vu de mer ni de montagne, mais qui a fait quand même 160 000 kilomètres dans ses déplacements des toilettes à la cuisine et la cuisine au salon. René, qui est un personnage qui naît avec un petit défaut entre les jambes, mais qui ne lui empêche pas de vivre comme femme toute sa vie jusqu'à l'âge de 100 ans. Donc, qu'est-ce que ça fait tenir tout ça ensemble ? Je crois qu'il y a ce Paul qui a cette histoire, c'est-à-dire qu'il hérite de quelque chose de trop gros pour lui. Il hérite d'un grand immeuble, alors qu'il est plutôt il n'est pas très riche, il n'a pas les épaules pour être propriétaire. Et donc, en voulant raconter son histoire, de qu'est-ce qu'il va ne pas faire de ce dont il a la charge, il m'a semblé important et nécessaire de convoquer. Il m'a semblé que pour que l'histoire soit racontée justement ou dignement, il fallait convoquer. Alors oui, effectivement, le baptême de Charles V, qui a été baptisé là-bas, dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, à Montreuil, qui après a trôné au château de Vincennes. Il fallait raconter l'enfance d'Adama, qui a grandi au Burkina Faso. Il fallait qu'une histoire ne peut pas exister sans laisser de la place, même marginale, même si pour que ça rentre, il faut un peu tasser dans les coins et ça fait des phrases un peu alambiquées. Mais je crois que raconter cette histoire, pour raconter cette histoire, j'avais besoin de convoquer tout ce qui l'accompagne. Et pourquoi finalement tu as gardé ce titre ? Ah, pourquoi usufruit ? Alors, le titre précédent de l'avis unanime était... Ouais, il y en a eu plein. Ouais, peut-être. Mais il y en a un qui était resté un peu longtemps et qui, moi, me faisait rire, mais ça ne faisait rire que moi. Tout le monde trouvait ça complètement imbitable, on va dire. Donc c'était pas possible de le garder. C'était dénombrement et pérennité. Parce qu'il me semblait que le livre parlait de ça. On dénombre les pas, on dénombre les héritages, on dénombre les pêches, enfin voilà. Et l'histoire de la pérennité, c'est quelque chose qui, c'est une mission dont Paul hérite et à laquelle il trouve la réponse, voilà, qu'on voit à la fin du livre. Donc ça me semblait très logique, très cohérent. Mais a priori, c'était pas un sentiment partagé. Et usufruit est arrivé à la toute fin. Ça dit quelque chose d'assez juste, je crois, de ce que font les personnages de ces lieux qu'ils font vivre et grâce à qui ils vivent, ou à travers lesquels ou avec lesquels ils vivent. Qui avait dedans le petit mot fruit qui me rappelait les murs à pêche et que voilà, ça me plaisait. J'avais l'impression que ce court mot pouvait permettre. On pouvait entrer dans ce mot par plusieurs endroits du livre, aussi bien narratif que légaux ou poétiques, en tout cas phonétiques.